suis arrivé en Tunisie en 1966. En septembre 1966, j'ai pris mon poste à Kabylie, dans le sud tunisien, comme coopérant, comme enseignant. À l'époque, les étudiants qui avaient fait des études supérieures pouvaient choisir entre le service militaire et puis aller enseigner dans des pays du Maghreb ou en Afrique. Et le sort a voulu que je sois nommé à Kabylie, au bord du Chott El Djerid, dans le sud tunisien. D'abord, j'étais content de quitter la France. Enfin, c'était l'aventure, une ouverture sur le monde. En débarquant à Tunis, j'avais vu les ruines de Carthage, si tu veux, les ports puniques, tout ça. Bon. Ça, c'était le côté culturel intéressant. Mais ensuite, je devais aller prendre mon poste dans le désert, enfin, au bord du Grand Erg oriental. Et j'avais l'impression d'avoir tiré le mauvais numéro parce que on parlait de Tataouine qui était pas loin, Tataouine, c'était un endroit où se trouvaient les bataillons disciplinaires. Et moi-même, j'étais nommé dans ce coin au bout du monde. Et j'ai eu l'impression que j'allais perdre mon temps là-bas. Et j'avais qu'une idée, c'était d'essayer de me faire muter, enfin d'aller ailleurs. Mais en fait, je me suis rendu compte plus tard que c'était probablement les plus belles années de ma vie. Mais on est au bord du Chott El Djerid, juste avant de traverser le Chott pour aller à Tozeur ou Nefta. On a quitté Kabylie et il y a une pointe de terre. En fait, c'est la fin du Djebel Tebaga qui vient mourir ici à Menchia. Ce sont les montagnes, c'est la partie la plus basse de cette cordillère, disons, qui part depuis El Hama de Gabès, pratiquement de Gabès, et qui vient jusqu'ici, enfin sur à peu près 140-150 km. Moi, je me suis baladé dans ce Djebel Tebaga. Et quand j'étais coopérant, je partais seul dans la montagne. Je découvrais la faune, des oiseaux, des lapins, des serpents, des scorpions, enfin tout ce que tu veux. Les Romains ont occupé cette presqu'île et surtout ils ont aménagé des petits barrages parce qu'il y avait des sources et on retrouve encore des restes de canalisation qui ont été installés par les Romains. Pas très loin d'ici, il y avait un évêché, l'évêché de Telmine, en fait, ce qui à l'époque s'appelait Terus Talemani. Et demain, nous verrons des ruines, enfin des colonnes, des chapiteaux, enfin des ruines romaines. Il m'a donné le goût d'apprendre, d'aimer le mathématique. J'ai aimé le mathématique, j'ai aimé le maths. J'en ai le prix de la classe. Ah oui, j'en ai le premier prix de la classe en mathématiques avec M. Alexandre. Oui, mais je suis pour rien, c'est lui qui était intelligent, c'est pas moi. Hein. 20 sur 20 en mathématiques. Oui. Ça. Je leur apprenais les bases des mathématiques modernes, tu sais, avec les ensembles. Oui, les ensembles. Et alors, j'ai cherché un moyen de leur faire comprendre ce que c'était que l'intersection des ensembles. Alors j'ai eu une idée, j'ai dit, ben voilà, vous avez un troupeau de moutons blancs, ça c'est l'ensemble A. Le troupeau de moutons noirs, c'est l'ensemble B. Et puis vous avez des moutons qui sont des noirs avec des taches blanches ou des moutons blancs avec des taches noires. Ça représente l'intersection de l'ensemble A et B, c'est l'ensemble C. Ouais, l'ensemble C. Alors là, ils ont compris ce que c'est. L'intersection des moutons. Nous étions en train de dîner avec Jamal chez moi à Kabylie le soir et avec des amis. Et à 9 h du soir,
on a entendu le tambour, tu sais, le dembir. C'était assez lancinant. Et à ce moment-là, le shir a dit « Hadra, Hadra », tu sais. Et alors ils se sont regardés et ils se sont dit ben, « si on y allait ». Et alors on m'a invité, Jamal m'a dit « écoute, tu peux venir avec moi ». Normalement, c'est interdit aux étrangers, mais je suis allé avec lui et nous sommes allés donc à 10 h du soir. Nous sommes entrés dans la cour d'une maison et j'ai vu un spectacle surprenant, enfin des danseurs devant le feu. Il y avait un prêtre qui était avec une longue robe de laine blanche, tu vois, et qui promenait un pot d'encens devant les danseurs. Ça, c'est l'introduction, c'est la récitation de sourates du Coran. C'est une sorte de méditation avant la cérémonie. J'ai vu les gens qui dansaient, mais ensuite des hommes qui entraient en transe, qui sortaient de l'assemblée et qui étaient comme fous, enfin possédés par des esprits, et qui se sont mis à danser comme des diables en quelque sorte. Et il y avait une espèce d'ivresse collective à un moment donné, une ivresse mystique, disons. Et ça a duré pendant très longtemps. Et ce qui était étonnant, c'est que j'ai vu qu'ils pouvaient avoir des performances physiques absolument extraordinaires. J'ai vu un homme qui rebondissait comme une balle, tu sais. Il s'était mis accroupi, tu vois, et il bondissait comme une balle tout autour de la cour. Quand j'ai assisté à mes premières hadras, j'avais 25-26 ans. Aujourd'hui, j'ai 63 ans et j'ai un regard tout à fait différent. Je pense que je réfléchis davantage au sens de la hadra. Et tout à l'heure, en voyant toute cette foule, j'étais en train de me dire que, au fond, c'est bénéfique pour ces gens parce que, quel que soit le rite qui est pratiqué, ça permet à tous ces gens de se rassembler, pas seulement les gens de la confrérie, mais tous les gens du village qui travaillent pendant toute l'année dans l'oasis, qui n'ont pas beaucoup l'occasion de se distraire, sauf à l'occasion de mariage ou de circoncision.
يا شيخ واحنا نحبوك والرب شهد علينا برحمة أمك وأبوك برحمة أمك وأبوك يا شيخ لازم تجينا اللي يحب للسيد حبوه يحب للسيد حبوه لسير الوقت ديما في روس الأعلال يسكنوه وحيوته تبقى رسيمة.
africaine assez marquée parce que les danseurs utilisent entre eux une langue qu'ils appellent ajmi, que les assistants ne comprennent pas. Et ils utilisent cette langue uniquement lorsqu'ils sont en transe pour se signaler entre eux un certain nombre de choses. Par exemple, si dans l'assistance, il se trouve quelqu'un qui a des tendances à boire de l'alcool ou bien qui a commis un crime, il est aussitôt désigné et il est chassé. Mais les gens communiquent entre eux avec cette langue secrète. Là, on cherche des vestiges d'un temple. Et il y avait autrefois des adorateurs du feu dans la région. D'après Moreau. Et on trouve des restes, on trouve des petits ossements d'animaux ou peut-être d'enfants sacrifiés. Oh là là, c'est formidable, hein. Vraiment, c'est extraordinaire. Ça, ce sont des pierres taillées de l'époque romaine qui proviennent d'un temple. Ce genre de pierre, on le retrouve dans les constructions du vieux village de Kébili. On va en trouver d'autres par ici. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que ce soit un Français qui vienne vous montrer les trésors que vous avez sous les pieds? Et c'est toujours comme ça. Déjà, pour nous, Alexandre Grégoiron, ce n'est pas un Français, il est tout à fait kibilien, sans qu'il soit tunisien, mais il est kibilien, il est kibilois, disons. Parce qu'il a vécu avec nous, c'est à travers cette amitié qu'il ne le faisait pas en tant que Français, il le faisait en tant de quelqu'un qui a vécu à Kibili, et qui est là qui a aimé ses habitants et tout ça. Et on le remercie, comme je le cite souvent. C'est un échange, moi j'apprends rien à personne. Vous m'avez appris des tas de choses ici à Kébili, et puis moi, dans la mesure du possible, je vous fais part de ce que j'ai découvert dans des livres ou dans des vieilles revues, ou bien ou ce que j'ai trouvé dans la région. Bon, en fait, nous sommes tous en train d'échanger sur tous les plans, sur le plan culturel, sur le plan de l'amitié, sur le plan humain. Un S, un V, un M. S, voilà le S. Le V, c'est... Ah oui, donc il faudrait la retourner. Oui, retourner. Il y a un V. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? M? Non, c'est pas un M, ça. Je crois que c'est un V. Ça, c'est un V. Ça, c'est un S. Ça, je crois que c'est un M. Ça, c'est un N, je crois. Enfin, bon, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une inscription apparemment romaine à côté d'une inscription arabe, oui. Arabe. Peut-être un verset coranique. Tu l'as fait rôtir ici, là? Ah bon? Le four sur le sable, là. Ah oui, effectivement, je retrouve tout à fait l'ambiance du temps de Jamal, hein, quand il m'invitait dans son jardin. Il me racontait plein d'histoires. On s'asseyait sous un palmier. Il me préparait du café, du thé, et puis on discutait pendant des heures. C'était un vieux sage, extrêmement sympathique, mais surtout très intéressant, qui avait
je crois, a rassemblé en lui toute la sagesse des gens de la région. Et j'ai eu la chance de devenir son ami et il m'a transmis une partie de son savoir sur la région, mais aussi sur la philosophie des gens, sur la façon de vivre, sur, je dirais plutôt l'art de vivre ici. Il y avait deux sources romaines. Je crois que c'est celle-là, c'est la plus grande. L'autre est un peu plus ancienne, mais elle est petite. Oui. Il faudrait lui demander s'il n'y a pas des pierres avec des inscriptions. Est-ce qu'il y a des... Dans les maisons, est-ce qu'il y a des pierres avec des inscriptions romaines? Ah non, là-bas, non. Alors c'est le Tora, c'est le plus ancien village du Neftzawa. C'est de là que ça dérive de Terus Tamelani. Terus, c'est Tora, tu vois, le plus ancien village de la région. On a un petit chapiteau ici, un petit chapiteau romain. Regarde, une belle pierre rouge. On dirait qu'il y a des cannelures. Là, il y a un joli motif aussi, regarde ici. Une espèce de clé, tu vois, un entrelac. C'est la plus ancienne mosquée de la région ici. Elle était bâtie par Aqba ibn Nafi' dans le temps. Avant d'aller bâtir la mosquée de Kairouan, il est passé par le sud. Il a fait cette mosquée. Il a fait cette mosquée sur les ruines d'une église romaine qui était ici, dans ce côté. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Trajan est venu dans la région et ensuite en l'an 136, enfin au IIe siècle, c'est Hadrien qui est venu dans la région du Neftzawa et qui a fondé Terus Talemani, c'est-à-dire ce village, Telmin. Voilà. Bonjour, bonjour. Voilà. Je reconnais mon île. C'est une île que je voyais depuis Kabylie et j'étais obsédé un petit peu par cette île. J'avais très envie d'aller la voir. Et un jour, en me promenant à cheval dans la région, je me suis approché du bord du Chott et je me suis avancé avec le cheval lorsqu'on est arrivé de l'autre côté. Donc j'ai attaché Temujin à une branche d'arbre. De l'autre côté, j'ai découvert les restes d'un petit marabout, c'est-à-dire un lieu saint, et j'ai trouvé des restes d'offrandes. Et puis, il y avait des restes de volailles, enfin, qui avaient été sacrifiées là. Alors ici, nous voyons le Chott El Djerid. En fait, c'est le lieu de rencontre du Chott El Djerid avec le Chott El Fejed qui, lui, s'étend jusqu'à El Hama de Gabès. Alors, les deux se rencontrent et entre les deux,
il y a une zone de verdure qui s'appelle Faraoun. En fait, ce nom a été donné par les nomades de la région qui faisaient paître leurs troupeaux de moutons dans cette région et les troupeaux de chameaux. Selon cette légende, c'est ici que Moïse a traversé la mer et c'est ici que les armées de Pharaon, enfin Pharaon comme disent les gens de la région, ont été noyées. Et comme ils emportaient dans leurs provisions des dattes, les noyaux de ces dattes ont germé et ont donné naissance à des palmiers de cette zone qu'on appelle Pharaon. Jamal, en fait, il s'appelait Amar Ben Gouma. C'était un vieux sage de l'Oasis qui m'a accueilli dès mon arrivée. Quand j'ai relu les notes que j'ai prises à cette époque, j'avais l'impression qu'il parlait comme un prophète. On aurait dit qu'il avait une sagesse innée. Il m'a parlé d'abord des gens de l'Oasis, il m'a parlé de l'histoire de la région, il m'a parlé des Romains, il m'a parlé par exemple de la Caïna, qui dans ces montagnes, enfin on ne les voit pas aujourd'hui, mais parce qu'elles sont dans la brume, mais la Caïna, cette reine berbère qui s'était défendue contre l'invasion des Arabes, son souvenir est resté vivace chez les gens de la région qui, pour la plupart, enfin, sont d'origine berbère. يسرح المفاصل، يقطع البرد، يقطع الروماتيزم، ينحي العكشه، ينحي التهاب نتاع المفاصل، يقطع السطرات والاوجاع بالتجراب بالمعيار. برا غادي يا حاج، ها وينو غادي الكرسي والركبه نتاعك ما تسرحتش هنا وما تنحتش هنا. C'était le chef de la tribu des Slay qui vivait dans le sud, dans la région d'El Fawar. Et un jour, une de ses plus belles chamelles, une chamelle blanche, a disparu. En fait, elle avait été volée par des gens qui étaient venus de la région de Tozer. Il y avait cinq voleurs sont venus et se sont emparés de cette chamelle blanche. Ils l'ont sacrifiée et ils ont voulu la faire cuire, enfin pour manger la viande. Et il se trouve que cette viande est restée pendant 3 jours sur les charbons, mais elle ne cuisait pas. Un vieux de la région de leur campement s'est approché, leur a dit « mais c'est normal, cette chamelle appartenait certainement à un marabout ». Alors ils ont pris peur, enfin ces voleurs ont pris peur, ils ont dit « bon mais il faut, on va aller lui rapporter, sinon nous allons être maudits ». Ils sont retournés dans la région de El Fawar et ils sont allés trouver donc le propriétaire du troupeau, Mehmed Sleya, et ils l'ont supplié de les pardonner. Alors il leur a dit ceci, bon, je veux bien vous pardonner à une condition, c'est que vous me donniez chacun un palmier. Ils sont retournés à Tozer, ils ont pris des jeunes palmiers et ils sont retournés voir Mehmed Sleya dans la région d'El Fawar. Ils ont donc remis ces palmiers à ce marabout qui, de ce fait, les a pardonnés. Et ces palmiers ont été plantés puisqu'il y avait quand même une source pas très loin de son campement. Et depuis ce temps-là, tous les habitants du village de Guéteya, parce que ces nomades ont été sédentarisés en 1932. On a fait un puits artésien dans la région de Guéteya et on a distribué des terres à ces nomades et ils se sont fixés dans le village de Guéteya. Ils ont créé le village de Guéteya, mais depuis ce temps-là, ils retournent à l'emplacement du tombeau de Mehmed Sleya pour faire des danses, pour prier, pour dire la fatwa, pour dire des passages du Coran.
C'est Neji, c'est un guérisseur qui est connu dans toute la région pour soigner les sciatiques. Des gens viennent le voir de Gafsa, de Sfax, de Gabès, de Mednine, parce qu'il a hérité de ses ancêtres un savoir-faire pour guérir la sciatique. Il place un poinçon dans le feu, dans un brasero, il le fait rougir et puis il perce l'oreille du patient, le lobe de l'oreille du patient et ensuite il lui place un morceau de fil de cuivre très, très fin que le patient doit porter pendant une dizaine de jours. C'est la Hadra. On fait de cette Hadra pour Monsieur Mohamed Slahi. On dit que Jaddi Mohamed Slahi, le grand-père Mohamed Slahi. On fait cette Hadra comme festival, presque chaque mois. On fait de l'année presque 20 et 30 fois par année. Je peux dire en Hadra, ne boivent pas de bière. C'est tout. En Hadra, tu trouves de l'eau et du thé. N'a pas de cigarettes encore. J'ai pris une photo et de plus c'était une photo avec un flash et donc cet homme qui était en transe est devenu violent d'un seul coup, mais enfin je pense que c'était une sorte d'exutoire en fait, c'était un prétexte pour montrer sa force physique, pour montrer sa passion, enfin voilà, c'est tout.
Masrouda Bent Mehmet Mehdi Slahi. Voilà. C'est ta tante? Ah oui, oui. Ah bon. Oui. Alors c'est elle qui offrait cette hadra parce que un jour elle a rêvé de son arrière-grand-père ou de son ancêtre qui était Mehmed Slahi, hein, je crois que c'est ça. Et elle l'a vu en rêve. Il lui est apparu et il lui a dit j'ai faim. Parce qu'elle lui a demandé comment te sens-tu, comment vas-tu. Il lui a dit écoute, j'ai faim, je voudrais avoir un chevreau que tu me. Et après ce rêve, elle a décidé d'offrir chaque année le premier chevreau qui naît dans son troupeau au printemps. Mais il faut que ce soit un chevreau mâle. Alors le premier chevreau mâle dans sa famille donc est sacrifié et en même temps elle offre une hadra à Mehmed Slahi. Alors avec cette viande elle le fait avec du couscous et elle invite les amis et les voisins pour partager ce repas et ensuite on fait une fête et on fait la hadra. Mais alors, dans les hadras, il y a les djinns, qu'est-ce qui se passe dans les hadras? Dans les hadras, le djinn qui s'habille l'homme, qui rentre dans l'homme. Il rentre dans l'homme, oui. Ouais, il rentre dans l'homme. Et qu'est-ce qu'ils font? Et c'est lui qui parle, c'est pas l'homme qui parle. Ah oui, c'est le djinn qui parle dans l'homme. Oui. Ou qui crie. Des paroles qu'on oui. Des paroles qu'on ne connaît pas, sauf eux-mêmes. Ah, oui. Quand il y a deux qui tombent dans le hadra, ou du tombe dans le hadra, ils parlent ensemble. Nous, on ne connaît pas ce qu'ils parlent. Mais ils parlent entre eux. D'accord, oui. Il est bien le grand monsieur, le chef du hadra, il chuchote dans son oreille, il dit ça va, c'est fini, allez. Dis Dieu est seul, Dieu est grand, et que Mohamed, son prophète, allez, lève, il se lève. Oui. S'il entend Dieu, le djinn, il s'en va tout de suite. C'est vrai pourquoi il a peur? C'est normal, il a peur de Dieu, alors. Dieu. C'est lui qui a fait le djinn. Ah, c'est lui, oui, c'est lui. C'est Dieu qui a créé le djinn, qui a fait naître le djinn. C'est Dieu qui Alors ça va. Maintenant, seulement le marabout de Sidi Brice, on est consacré de Hadra. Les marabouts, l'emplacement des marabouts, des zawiyas, existe sur les limites. C'est la frontière ou les limites de l'ancienne ville. Pour garder, c'est-à-dire l'ancienne ville, contre les invasions, contre les risques, contre les envahisseurs. Il y a une hadra, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
de Hadra. C'est pour quelque chose pour dire merci à notre le vieux grand-père ici, le Kibini, Ben Issa. Juste pour dire merci. Mais c'est le jour de fête, comme un jour de fête. Hein. Ils font ça toujours quand le jour du mariage. Tu vois? Vous, est-ce que vous faites aussi les aiguilles? Oui, oui, moi aussi j'ai fait. Vous faites les aiguilles? Oui. Vous faites les aiguilles pour quelle raison? Mais c'est la région de nos pays, là. Tu vois? On peut faire les aiguilles, on peut faire comme tu as vu maintenant le couteau. Rien qui a touché, rien qui a coupé le bras. C'est une habitude. C'est une habitude. C'est une habitude. Non, on ne sent rien. Mais est-ce qu'on est bien dans cette tête? Oui, dans la tête, ça va bien. C'est tout, je ne peux rien dire. Maintenant, ils vont faire juste à danser maintenant. Juste à danser.
Un monsieur qui saute, il danse et c'est tout. Bon, moi, tu vas me regarder, moi-même, maintenant je fais un petit tour. Maintenant, on va rouler avec sur le machin vert. Tout le monde maintenant, tu vas le regarder avec tes yeux. Fini maintenant. Allez, bonsoir. Allez, ça y est, fini. Ferme, d'accord. Allez, on va à tes copains. Un séjour, hein. Comment il s'appelle, le Zawiya? سويات بن عيسى. عسويت بن عيسى، قبلي. قبلي. عسويت قبلي. Et vous êtes le macadam? Oui. Ouais, c'est moi le chef. Allez, je peux aller maintenant. Hein. سعيد يز يا نسي يز روح طف يز البعد. هذاك سوى فيك. قال يتكلم